Salut, bienvenue sur Terra Adventum. Aujourd'hui, on continue le décryptage de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne avec les chapitres 33 et 34. Pour résumer, le professeur Lidenbrock, son neveu Axel et le guide Hans sont descendus dans le cratère d'un volcan islandais et sont depuis 51 jours sous terre dans le but de se rendre au centre de la Terre. Après quelques péripéties, les voilà en train de naviguer sur une grande étendue d'eau dans une énorme cavité. Axel écrit en journal de bord où on s'est arrêté au 14 août, le jour de leur embarquement. Chapitre 33. On est le samedi 15 août 1863. Cela fait 84 jours que le professeur et son neveu ont quitté leur maison en Allemagne et 52 jours qu'ils sont avec le guide Hans sous terre. Et c'est le deuxième jour de leur navigation sur la mer Lidenbrock. La vitesse ne change pas, ils vont à peu près à 6 km à l'heure. En une journée, ils font 144 km et pour l'instant, aucune terre en vue. Ce qui impatiente le professeur, ce n'est bien sûr pas la vitesse qui est trop faible, mais bien la mer qui est trop grande. Logique, d'après les estimations vues dans le chapitre précédent, la mer ne devait faire que 150 km, or on comprend que ce n'est pas le cas, puisque sinon une journée à peine aurait suffi. L'impatience du professeur se fait plus grande encore en sachant que la mer est évidemment à l'horizontale et que leur but est bien de descendre dans les entrailles de la Terre. Pour rappel, ils ne sont qu'à 170 km sous la surface sur les 6371 km. Lidenbrock commence même à douter s'ils ne se sont pas trompés de chemin. Enfin, ils n'ont pas trop le choix et continuent leur navigation au gré du vent. Dimanche 16 août, rien de nouveau à part une tentative pour mesurer la profondeur de la mer, mais les 200 brasses de corde, soit 365 mètres, ne suffisent pas à toucher le fond. Cependant, en remontant la sonde, ils aperçoivent des marques que Hans reconnaît tout de suite en disant « tender », qui veut dire « dent ». Oui, quelque chose a mordu la sonde, mais quoi ? Lundi 17 août, Axel reste pensif sur ses marques de dents et se rappelle son rêve, qu'on a vu dans le chapitre précédent, où il imaginait une faune incroyable peuplant ses territoires, des animaux du Jurassique principalement, des gros reptiles. On ne va pas parler une énième fois de comment sont décrits les dinosaures ici, car ce livre date de 1864, et les connaissances sur les dinosaures à cette époque étaient bien sûr très différentes d'aujourd'hui. Bon, Axel, en cherchant qui a bien pu mordre la sonde, se remémore un squelette qu'il a vu au musée de Hambourg, un squelette d'un reptile marin, un animal de 30 pieds, soit 9 mètres. En tout cas, il reconnaît que les empreintes ont été faites par des dents coniques comme ceux du crocodile. Mardi 18 août, une violente secousse se fait sentir à bord du radeau. À 200 toises, soit à environ 400 mètres. Une grosse masse noirâtre nage à la surface de l'eau. Pour Axel, direct, c'est un marsouin colossal. Pour rappel, le marsouin, c'est un petit cétacé similaire au dauphin, avec un museau arrondi et généralement noir sur le dos, blanc sur le ventre. Un marsouin commun mesure à peu près 2 mètres. En plus du gros marsouin, ils aperçoivent un gros lézard, puis un crocodile monstrueux, puis une baleine qui chasse de l'eau par ses évents. Puis c'est une grosse tortue d'au moins 40 pieds, soit 12 mètres, qui est visible, puis un serpent de 9 mètres avec sa tête bien au-dessus de l'eau. Nos héros sont pris au piège, ces animaux tournent autour du radeau. Ils préparent leur carabine, mais les balles ne feront sans doute rien sous la peau cuirassée de ces monstres. D'un coup, le crocodile et le serpent s'élancent droit sur l'autre. Les autres bêtes ont disparu. Et à 100 toises du radeau, 200 mètres, crocodile et serpent se livrent un combat acharné, se rapprochant sans l'apercevoir du radeau. Les autres animaux, tortues, baleines, marsouins réapparaissent et entrent dans le combat. Mais Hans comprend en disant « Tva », qui veut dire « deux ». Oui, il n'y a bien que 2 animaux, l'un avec le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard et les dents d'un crocodile. Cet animal, décrit comme tel, est un ichthyosaure. Son nom veut dire « poisson-lézard ». Il vivait au Mésozoïque du Trias au Crétacé. De taille gigantesque, il pouvait mesurer jusqu'à 25 mètres, soit la taille d'une baleine bleue. L'autre, avec la tête et le cou d'un serpent et la carapace d'une tortue, c'est un plésiosaure. Son nom veut dire presque reptile. Il a vécu du Jurassique au Crétacé et a bien pu rencontrer l'ichthyosaure. Il était cependant plus petit que ce dernier, mais avec tout de même une taille estimée de 15 mètres. Dans l'imaginaire, le monstre du Loch Ness est un plésiosaure. Par contre, leur peau était bien dure, mais ce n'est pas non plus une carapace de tortue. On peut comparer l'image d'illustration du livre que représentent ces 2 monstres marins tels que imaginés à l'époque et l'image telle qu'on les voit aujourd'hui. Ici, dans cette mer Lidenbrock, l'ichthyosaure, surnommé la baleine des sauriens,
sous-entendu donc la baleine des reptiles, mesure 100 pieds, soit 30 mètres, ce qui est un peu plus de la réalité mais qui peut très bien coller. Pour le plésiosaure, ici, son cou mesure 9 mètres, ce qui fait un peu beaucoup, mais il le faut ici pour rendre le combat plus difficile, plus palpitant. Au bout de 2 heures de combat acharné, les deux créatures poursuivent le combat sous l'eau, jusqu'à ce que la tête du plésiosaure remonte à la surface, sans vie, mort. L'ichthyosaure est déclaré vainqueur, mais nul ne sait où il est parti. Fin du chapitre 33. Chapitre 34. Mercredi 19 août, le calme revient, rien à signaler, toujours aucune terre en vue. Jeudi 20 août, la vitesse de navigation s'accélère et passe à 3,5 lieues à l'heure, soit 16 km à l'heure. Un bruit éloigné se fait entendre. Lidenbrock suppose que c'est le bruit du fracas des vagues sur des rochers. La terre, enfin, n'est peut-être pas très loin. Mais avec le temps, ce bruit qui est de plus en plus fort peut aussi être une chute d'eau. Hans, en haut du mât, aperçoit quelque chose et dit juste « Derner ». Là-bas. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Lidenbrock s'empare de sa lunette et voit un immense jet d'eau, peut-être encore un animal marin comme une baleine qui éjecterait l'eau par ses évents. En tout cas, on comprend que le bruit, c'est le bruit lorsque l'eau retombe. Ils sont à 12 lieues de là, 58 km, et pourtant ils aperçoivent le jet, c'est que l'animal qui le produit, si c'en est un, doit être gigantesque. Pourtant, malgré les peurs d'Axel, nos héros ne changent pas de cap. Au soir, ils ne sont plus qu'à 10 km. Le corps noirâtre qui émet ces jets est énorme, il semble mesurer et même dépasser les 1000 toises, soit quasi 2 km. Axel peut le dire, ni Cuvier, ni Blumenbach, anatomiste français, fondateur de la paléontologie pour le premier, biologiste allemand, fondateur de la zoologie et de l'anthropologie comme discipline scientifique comparative pour le second, n'aurait pu imaginer une créature de 2 km, si gigantesque qu'il ne semble pas être soumis à la mer, mais c'est plutôt la mer qui s'écrase contre lui. Les jets d'eau, eux, atteignent une hauteur de 500 pieds, soit 150 mètres, avant de retomber en pluie. Non, Axel n'en peut plus. Il se révolte, mais non, on ne peut pas continuer, ils vont mourir, c'est sûr. Mais là encore, Hans a réponse à tout en disant « Holm », une île. Oui, cette masse de 2 km de long est bien une île, et non un animal. Et cette colonne d'eau alors? Bah, tout simplement, un geyser. Définition d'un geyser, source d'où jaillit de façon intermittente de l'eau chaude. D'après Jules Verne, le terme de geyser viendrait de l'islandais geysir, qui voudrait dire fureur. Mais en faisant des recherches, geyser proviendrait bien de geysir, mais c'est le nom d'un geyser islandais et signifierait en cette langue jaillir. Une grande majorité des geysers se situe dans les régions volcaniques, car c'est la chaleur des chambres magmatiques qui est responsable du phénomène, et donc des fumerolles et des odeurs de soufre sont assez fréquents avec. Ici, ça ne semble pas être le cas. Par contre, nos héros viennent de découvrir le geyser, qui jaillit de l'eau le plus haut, car les plus hauts connus atteignent 100 mètres, donc 150 mètres, c'est un record. Lidenbrock propose d'accoster, afin de fouler une terre après 7 jours de navigation. La roche de cette île est en granit, une roche magmatique plutonique donc, mêlée à du tuf siliceux. Alors le tuf, c'est une roche poreuse, légère, friable, il peut être d'origine sédimentaire formée par précipitation ou d'origine volcanique. Le geyser jaillit à partir d'un petit bassin. En y mettant un thermomètre, Axel se rend compte que cette eau est à 163 degrés, ce qui correspond à la réalité, environ 100 degrés et il peut même atteindre 200 degrés. Après ça, c'est la température en profondeur, sous pression, qui empêche l'eau de passer à l'état gazeux. Mais là, à l'air libre, elle doit tout de suite partir en vapeur. Quoi qu'il en soit, quelque chose, sans doute une chambre magmatique ou tout simplement la chaleur des profondeurs, chauffe cette eau. Ce qui ne colle pas trop à la théorie du professeur, comme quoi la chaleur augmente très peu en profondeur. Pour rappel, cette théorie est fausse puisqu'en moyenne, chaque kilomètre de profondeur atteint, il fait 30 degrés de plus. Enfin, Lidenbrock ne veut rien savoir, surtout que là ils sont déjà à 170 km sur la surface, la température ne pourrait être supportable à cette profondeur. L'escale est de courte durée et nos amis repartent de cette île qui a été nommée îlot Axel. Petit point d'étape, en 7 jours de navigation, ils ont parcouru 270 lieues.
soit 1300 km, et sont donc maintenant sur un plan horizontal à 620 lieues, soit 3000 km de leur point de départ, le Snaefell en Islande. Par contre, ils ne se trouvent pas sous l'Angleterre, mais plutôt sous la France. Fin du chapitre 34 et fin de la vidéo. Abonnez-vous pour savoir ce que va devenir nos trois amis. Vont-ils gagner le centre de la Terre? Vont-ils rebrousser chemin? Vont-ils enfin trouver une vraie Terre? L'Ichthyosaure reviendra-t-il? Vous saurez tout une prochaine fois. À la prochaine sur Terra Adventum.